Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. La mort d'Angélique, 13 ans, à Vambrechy, relance le débat sur la surveillance des délinquants sexuels. Bonjour Rodolphe Costantino. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes l'avocat de l'association Enfance et Partage, spécialiste aussi de la défense des mineurs victimes. Le meurtrier présumé aurait reconnu l'avoir abordée, l'avoir emmenée chez lui pour abuser d'elle, puis l'avoir étranglée, avoir aussi dissimulé son corps en forêt. C'est là que ce corps a été retrouvé. Il était inscrit, cet homme, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles pour des faits commis en 1994 et une condamnation à l'époque en 1996. Il y a dans ce fichier, Rodolphe Costantino, 70 000 noms. Or aujourd'hui, les habitants, les voisins de Vambrechy disent « Comment se fait-il qu'il n'ait pas été sous surveillance ?» Oui, c'est une vraie question et on comprend que ça suscite la colère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le FIJAIS qui nous a été vendu à un moment donné comme un outil de prévention, en définitive n'en est pas un du tout. C'est juste un outil qui n'est pas inutile, puisqu'il facilite les enquêtes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un meurtre est commis, dans une certaine zone, on va rechercher, puisque le FIJAIS fait obligation à celui qui est concerné de donner son adresse régulièrement, tous les 6 mois, pour qu'on sache où il est. 70 000 noms à l'intérieur de ce FIJAIS. Qui y a-t-il exactement ? Alors, qui est entré dans ce fichier ? Le FIJAIS, c'est le fichier judiciaire informatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Donc, des auteurs d'infractions sexuelles qui ont commis soit des délits, soit des crimes. Créé en 2004, ce FIJAIS, et pourtant, notre homme, qui a commis des faits en 1994, est à l'intérieur de ce fichier. Il est à l'intérieur de ce fichier. On aurait pu imaginer que, à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, il fasse l'objet d'un suivi socio-judiciaire et que par conséquent, il soit pas laissé comme ça dans la nature. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, sinon on n'a rien compris du tout. Et pardon pour la caricature, nous avons peu de temps. Mais le pédophile, même si la pédophilie n'est pas une addiction, il est comme l'alcoolique, c'est-à-dire qu'au mieux, il est abstinent, mais il est pédophile toute sa vie. Donc on ne peut pas laisser des gens comme ça dans la nature, et je crois que c'est cette question-là que cette affaire soulève. Pour diagnostiquer justement la récidive, on parlait de tests dits actuariels à un moment donné. Ce n'est pas une maladie pourtant, hein, disent certains psychologues. Non, c'est pas une maladie, c'est tellement pas une maladie d'ailleurs qu'on n'en guérit jamais. Voilà, on ne change pas d'objet sexuel, comme on dit, dans une vie. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui être en capacité de caractériser les traits de personnalité de ces délinquants sexuels. Oui, on apprend. Le pédophile, dans le meilleur des cas, devient un pédophile abstinent. Ou alors il le reste toute sa vie, ça existe aussi. On apprend à gérer ses pulsions, mais pour ça il faut être encadré, il faut être suivi, il faut avoir quelques endroits, quelques numéros de téléphone à pouvoir faire quand on a une difficulté. Je dis pas que tous le feraient, mais quelques-uns le feraient. Vous dites ça, mais aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les études qui ont été menées, les statistiques, près d'un quart des délinquants sexuels récidive. Oui, c'est 1 sur 4. Alors quand on dit ça, on vous répond oui, mais ça veut dire que du coup, 3 sur 4 ne récidivent pas. Oui, d'accord, mais 1 sur 4 récidive quand même. Et aujourd'hui, on en est à cette situation. Je crois qu'on est très à la traîne, on ne se donne absolument pas les moyens de les suivre. Le suivi socio-judiciaire que les tribunaux peuvent prononcer, il peut être de 20 années. On serait dans ce cadre-là aujourd'hui, s'il avait été suivi un tant soit peu, mais on n'en a absolument pas les moyens et on ne veut pas les mettre en œuvre. Alors qu'est-ce que c'est, selon vous, justement un suivi efficace ? Le suivi efficace, c'est celui qui ne laisse jamais quelqu'un dans la nature sans surveillance. Le port d'un bracelet électronique ? Pas forcément, parce pas que forcément. le problème, la peine est purgée ? Le problème, c'est pas celui de la localisation. Oui, mais je vous parle bien d'une peine. Quand je vous parle de suivi socio-judiciaire et que je vous dis, on peut demander à quelqu'un d'être suivi pendant 20 ans, c'est une possibilité qui est laissée aux tribunaux. De fait, ils ne le font pas, parce qu'ils savent que c'est trop long, que de toute façon, tout ça va s'effilocher dans le temps, et qu'au bout d'un moment, la personne
personne en question ne verra plus personne. Il faut des psys qui soient formés à ça, et il faut aussi ouvrir des portes. Je crois qu'on a l'impression de découvrir aujourd'hui les nouveaux monstres, mais les pédophiles ont toujours existé, et on n'a rien en France qui leur permette. Ils vivent ça dans une grande solitude, il faut quand même le dire, hein. Même si moi je suis avocat de protection des victimes, je sais que ça passe par là de toute façon la prévention. C'est-à-dire qu'on n'a pas une ligne verte, on n'a pas un numéro vert qu'ils puissent appeler pour dire dans quelle difficulté ils se trouvent. Vous dites on n'a rien en France, ça veut dire que ça existe ailleurs, qu'il y a des méthodes qui ont fait leurs preuves ? Oui, bien sûr, ça existe ailleurs. Si on va dans les pays nordiques ou si on va au Canada, par exemple, on sait parfaitement qu'il y a là des structures qui sont adaptées, des numéros verts que les pédophiles peuvent appeler en cas de difficulté. Et ils sentent quand ça revient. Hein. Ce sont pas des mouvements qui sont des mouvements comme ça, comme des coups de tonnerre dans un ciel serein. Rodolphe Costantino, après l'affaire Laetitia Perret, Nicolas Sarkozy avait à l'époque, et on avait eu ce débat, créé un office de suivi des délinquants sexuels. Le Conseil d'État à l'époque s'y était opposé. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui en l'état de mieux prendre en compte les choses ? Oui, je pense, mais le problème c'est que on réagit tout le temps à la dernière affaire. Voilà. Je crois qu'il faut prendre le temps d'ouvrir ce débat-là, de regarder ce qu'on peut faire. 6 lois ces dernières années sur oui, sur les crimes sexuels. Il y a beaucoup de lois, mais au regard de ce que je vous disais tout à l'heure sur le suivi socio-judiciaire, parfois il suffirait d'appliquer celle qu'on a déjà de bonne manière. Là, par exemple, le FIJES, on sait qu'il peut être consulté par des autorités administratives et par des localités. Là, pourquoi le maire, par exemple, n'était-il pas au courant alors que cet homme, visiblement, travaillait comme chauffeur de car et qu'il était en contact avec des enfants ? Il aurait dû être alerté. Pourquoi ne le savait-il pas ? Il aurait dû être alerté. Oui, mais ça, c'est parce qu'on dit pas, on fait pas savoir ce qui existe. Voilà. Et que peut-être cette commune ne savait-elle même pas qu'elle était en capacité de consulter le FIJES. Merci Rodolphe Costantino d'être venu nous éclairer ce matin sur cette question de la récidive et sur la situation des délinquants sexuels en France. Europe 1.